Faire tilt. S'engager, ça veut dire quoi au juste ? Ce mot a autant de significations possibles que d'être humain pour en parler. L'engagement au service de la transition, ça peut faire peur, mettre la pression, ou au contraire galvaniser, rassembler. Et toi, t'en penses quoi au juste ? Qui es-tu ? Quelle est ta définition de l'engagement et comment elle se concrétise dans ta vie ? Je t'écoute. Je suis curieuse de ce que tu vas me raconter et j'ai bien l'impression que je ne suis pas la seule. Cet épisode spécial de Faire Tilt fait partie d'une série intitulée Ingénieurs d'avenir. Les personnes interviewées dans cette série d'épisodes ont choisi de concrétiser leur engagement écologique dans leur vie professionnelle. Leurs témoignages nourrissent une étude sur les métiers d'ingénieur dans la transition écologique réalisée par Fertile en collaboration avec le cabinet de conseil BL Evolution. Cette étude a été faite pour nourrir le parcours d'avenir Fertile à destination des étudiants et jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs. Une formation de 5 jours qui vient en aide à celles et ceux qui cherchent un métier plein de sens et d'impact positif. Voici donc les interviews d'ingénieurs qui travaillent dans les différentes filières d'avenir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr. Alors, Benoît Torteroto, je suis ingénieur performance énergétique et environnementale dans le bâtiment. Aujourd'hui, je suis en poste chez Wigwam. C'est un cabinet d'ingénierie d'urbanisme, mais j'y reviendrai plus tard. Dans les grandes lignes, donc moi, j'ai un parcours d'études sup assez classique. J'ai fait prépa, puis école d'ingé. En l'occurrence, l'ENSECUB dans le groupement Grenoble-INP à Grenoble. Suite à quoi, j'ai fait un PFE dans un groupe, c'est le groupe Nepsen, qui était un groupe un groupe de bureaux d'études spécialisé dans la rénovation thermique. Donc, on agissait essentiellement en tant que maître d'œuvre de rénovation, tout corps d'État, mais avec toujours des projets qui se voulaient dans une volonté de performance énergétique. Donc, à la fin de mon PFE, en fait, avec un ami qui était aussi en PFE dans le même groupe, on a proposé au patron de monter une nouvelle agence en partant de rien, dans un des coins qui n'était pas encore couvert par le groupe. Et il a été d'accord, contre toute attente. Et du coup, on a monté une agence à Avignon. Donc, on était, nous, deux, tout juste diplômés à monter cette agence. Donc, ça a été assez folklorique. Et en l'occurrence, alors mon ami est parti 1 an et demi après, mais pour raison personnelle, il a déménagé. Moi, je suis resté dans l'agence pendant un peu plus de 3 ans, un truc comme ça. Et puis finalement, j'ai changé de métier. Je suis allé, non, pas de métier tellement, mais j'ai changé plutôt d'entreprise. Et je suis allé à Solab, qui s'appelait anciennement Albedo et Ubicity. Il y avait deux structures juridiques, mais qui étaient en fait la même entreprise. Donc aujourd'hui Solab, en région nantaise, où là, je me suis plus resserré sur le côté énergie environnement. J'étais chargé de projet environnement, alors plutôt construction neuve. Donc là, pour le coup, je faisais plus de la maîtrise d'œuvre au sens écriture de CCTP, suivi de chantier. J'étais vraiment là pour aider à la conception sur les projets qui avaient des objectifs environnementaux un peu plus poussés que d'ordinaire. Et aussi, je faisais pas mal de certifications environnementales. Donc, il y a un certain nombre de certifications et de labels en construction. Et en général, il faut une personne qui puisse suivre la bonne adaptation des projets assez référentiels. Donc là, j'y suis resté pendant pareil, à peu près 3 ans, un petit peu plus. Et là, depuis assez récemment, donc ça fait 2 mois maintenant seulement. Donc, je suis au cabinet Wigwam à Nantes. Et donc, le cabinet Wigwam, pour présenter rapidement, en fait, nous, notre but, c'est vraiment d'agir avec impact en ayant en tête les objectifs de transition écologique, à savoir donc 2030, 2040, 2050, d'avoir ces horizons-là en tête. Et comment ça s'applique à la fois en fait à toutes les échelles du bâtiment. Donc on développe à la fois de l'ingénierie de l'enveloppe, donc vraiment étudier une paroi d'un bâtiment d'un point de vue très précis, donc avec tous les phénomènes physiques qui s'y déroulent. Et après à chaque fois en changeant d'échelle, on a une approche étanchéité à l'air également du bâtiment. On a un service performance énergétique environnementale à l'échelle du bâtiment. Donc là, c'est tout ce qui va être les sujets de thermique, les sujets de carbone, notamment avec le référentiel énergie carbone qui va être bientôt remplacé par la réglementation
environnemental 2020. Donc en l'occurrence, moi je suis responsable de ce service-là, nous on appelle ça des DAS, c'est un service. Au-dessus, on a encore un service qui aborde les mêmes questions carbone, mais à l'échelle du quartier cette fois, dans lequel on intègre aussi du coup des problématiques de biodiversité, de réemploi, de mobilité, entre autres bien sûr. Si on monte encore d'échelle, on a un service urbanisme. Donc là, c'est pareil, comment faire pour imaginer et concrétiser un urbanisme qui soit compatible avec les contraintes écologiques qu'on doit surmonter, et notamment comment faire une ville qui soit compatible avec une vie en 2050. Et enfin, un dernier service où là, c'est vraiment de l'aide au changement. En fait, on est plus sur du coaching, sur de l'intelligence collective. On réfléchit, on fait beaucoup de processus, par exemple de conception intégrée, des ateliers collaboratifs. En gros, comment faire pour changer les méthodes de travail et travailler vraiment en tant que groupe collectif et plus comme somme d'experts qui sont chacun sur un sujet, et vraiment aborder tous les sujets d'un point de vue systémique, puisqu'on constate bien, c'est qu'on ne peut plus traiter chaque sujet indépendamment comme si le reste n'existait pas. Aujourd'hui, concevoir un bâtiment sans prendre en compte où est-ce qu'il sera placé, comment les gens vont vivre dedans et toutes les autres contraintes autour, ça n'a plus de sens. Donc voilà, on cherche vraiment à développer cette approche systémique et de mettre ça en parallèle avec toutes les limites planétaires qui sont autant de contraintes, et voilà, et travailler dans ce sens-là. Je le résume pas encore très bien, mais c'est parce que j'ai pas encore fait l'exercice vu que ça fait pas longtemps que je suis dans l'entreprise. Ok, et juste du coup, Wigwam, c'est construction neuve? Alors, pas construction et rénovation, les deux. Les deux. Ouais. De toute façon, alors on a peut-être plus de projets qui sont en construction aujourd'hui, parce que sur les sujets qu'on porte, en général, en fait, dans le marché fait que c'est plutôt des questionnements qu'on se pose en rénovation, en neuf justement. Mais on développe de plus en plus la rénovation justement parce que en fait, un bâtiment compatible 2050, c'est avant tout un bâtiment rénové et pas un bâtiment construit de rien. Donc forcément, la solution est un mélange des deux. Ok, ça marche. Et donc, du coup, Wigwam, c'est du conseil ou c'est du bureau d'études? Enfin, est-ce que c'est vous qui prenez en charge les projets de A à Z ou vous, c'est surtout du conseil? Il y a les deux, justement. En fait, on fait de l'ingénierie et du conseil. Ça dépend aussi beaucoup de à quelle échelle on se place, parce qu'on va aussi bien intervenir, par exemple, sur des friches industrielles où il n'y a rien. On a juste des bâtiments pollués, une friche qui, de base, ne fait pas forcément très envie. Et là, on va être dans le conseil pour accompagner des aménageurs sur que faire de cette friche, que faire qu'il y ait du sens pour créer un nouveau quartier qui réellement s'insère dans son environnement et qui soit pas juste un îlot placé sans prendre en compte ce qu'il y a autour. Mais on va aussi faire de la conception, comme je disais, de l'enveloppe très pointue avec des analyses en stade, en équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, en fait, on a vraiment les deux aspects et on peut intervenir à toutes les phases d'un projet, que ce soit en ingénierie ou en conseil. Et justement, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de mélanger les deux et un peu de brouiller les frontières. Ok. Mais donc, du coup, c'est une grosse structure, Wigwam? Non, on n'est pas une très grosse structure. C'est une boîte qui a 10 ans à peu près, et on est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Ok, ça marche. Du coup, c'est clair pour Wigwam. Et est-ce que du coup, tu peux reprendre un petit peu donc, les autres structures dans lesquelles tu travaillais? Donc, la filiale que vous avez créée chez Nepsen, c'est Arsène, c'est ça? Exactement, oui. Et donc, du coup, une autre personne, donc Audrey, m'a aussi parlé de Pasio, du groupe Nepsen. Donc, est-ce que du coup, tu peux m'expliquer un petit peu dans ce groupe Nepsen quelles sont les différentes filiales et en particulier le rôle de Arsène là-dedans? Alors, Nepsen, c'est vraiment un bureau d'études thermiques fluides, mais aussi tout corps d'état, parce qu'en rénovation, il n'y a pas toujours des architectes sur les projets. Donc, il fallait qu'on soit en mesure d'assurer 100% des lots. Donc, on était vraiment concentré sur la rénovation, quand bien même il y avait quand même des projets en neuf et certaines agences qui en faisaient plus. Le métier de base, c'était vraiment la maîtrise d'œuvre. Donc, maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que sur un projet de bâtiment, on va faire toutes les études amont pour concevoir la rénovation énergétique jusqu'à la rédaction des pièces de marché. Ensuite, on va aider sur le choix des entreprises, puis le suivi de chantier jusqu'à la réception. Alors ça, c'était le cœur de métier. Après, on avait des missions
qui couvrait un peu toute la vie du bâtiment, parce qu'on faisait aussi, par exemple, des études énergétiques, plutôt en amont. On faisait aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du suivi de patrimoine. Donc, on était capable d'intervenir à pas mal d'échelles. Et en fait, le fonctionnement du groupe, c'est qu'il y avait le groupe Nepsen, qui était composé d'une multitude d'agences qui couvraient tout le territoire. Et en gros, toutes ces agences faisaient globalement le même métier. Alors, évidemment, après, selon la sensibilité du gérant de l'agence, selon la réalité du marché local, mais ça restait, voilà, le cœur de métier, ça restait ça, la rénovation énergétique. Après, le groupe s'est agrandi quand j'y étais encore et on a eu du coup des agences qui étaient plus spécialisées, qui ont été intégrées au groupe, notamment E6, une agence qui est pour le coup qui faisait vraiment de l'environnement pur, donc qui était même décorrélée, décorrélée pas entièrement, mais qui n'était pas ciblée sur le bâtiment. Qui faisait par exemple du PCAET, il faisait de l'accompagnement de ville sur des problématiques d'îlots de chaleur urbains, voilà, d'autres sujets on va dire. On avait aussi une agence qui était spécialisée sur le solaire photovoltaïque. Mais voilà, en tout cas, au niveau d'Arsène, nous, on était vraiment dans le cœur de métier du groupe Nepsen, donc vraiment centré sur la maîtrise d'œuvre de rénovation, de l'audit énergétique. Ça, c'était vraiment le gros de nos métiers, de nos missions. Du coup, ça a un autre nom, mais c'est juste un centre de Nepsen. Ouais, alors oui, c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué à expliquer ça. C'est que, en fait, c'est un choix commercial qui était le choix du dirigeant du groupe Nepsen, Alexandre Sévenet. C'est que, en fait, chaque agence avait un nom propre. Et en fait, il y avait bien un groupe qui était unique. On travaillait tous ensemble, on avait des méthodes de travail communes. Par contre, chaque agence, au lieu de s'appeler par exemple Nepsen Avignon, Nepsen Lyon, chacune avait son nom propre. C'était un choix qui avait été fait. À l'origine, alors je veux pas trahir son raisonnement, mais il me semble que c'est bien ça. C'est qu'en fait, à l'origine, le groupe Nepsen, c'était une agence Pasio qui avait été fondée par Jacques Pasio dans les années fin 70, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il l'a racheté, cette agence Pasio, et derrière, il a également racheté une agence qui s'appelle Syntec, qui était à Lyon. En fait, il les a unifiés sous le nom groupe Nepsen, mais il a souhaité garder les noms préexistants en fait de ces agences. Et du coup, derrière, la logique a été que même les agences qui ont été créées dans le cadre du groupe Nepsen, qui n'ont pas été des rachats, du coup, ont eu leur propre nom. Et donc, ça faisait un peu une myriade d'agences aux noms différents, mais qui étaient bien unies quand même par le groupe Nepsen. Ok, du coup, c'est beaucoup plus clair. Donc, finalement, Pasio et Arsène, c'est vraiment le même cœur de métier, c'est juste deux agences différentes. Tout à fait, ça reste la même entreprise. Alors après, juridiquement, c'était que des entreprises différentes qui étaient liées un peu comme une franchise, mais alors un peu comme une franchise d'un point de vue on va dire légal, parce que dans le fonctionnement, par contre, on travaillait réellement ensemble comme des collègues. C'est juste qu'on était dans des villes différentes. Ok, bah du coup c'est beaucoup plus clair pour ça. Et après, donc du coup, il y a Solab aussi où t'as travaillé. Donc, ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu donc la différence avec Arsène et Wigwam? Alors, Solab sont vraiment portés sur la construction neuve. Alors, ils font aussi un petit peu de réno, mais leur cœur de métier, c'est vraiment le neuf. Et pour le coup, ils sont pas tout corps d'état. C'est vraiment un peu un archétype du BE thermique fluide en neuf. Donc, eux, ils travaillent essentiellement avec des promoteurs privés. Ils faisaient pas beaucoup de marchés publics, alors que c'était à Nepsen, c'était vraiment le gros de nos commandes, c'était vraiment de l'appel d'offres public. Pour le coup, ça c'était très différent, c'était plutôt des marchés privés, des marchés directs. Et donc le gros, on va dire que l'essentiel des missions de Solab, le cœur de métier, c'est vraiment d'avoir l'ingénierie fluide, donc CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, et électricité, courant fort et faible, et de faire la conception en maîtrise d'œuvre de projets bâtimentaires. Dessus, avoir aussi évidemment la partie thermique. Sachant que le Solab s'est fondé il y a à peu près 10 ans également, juste quand la RT 2012 est sortie en fait. Et donc leur objectif de base, c'était justement d'être un BE technique, donc qui maîtrisait tous les aspects techniques fluides, mais qui soit expert sur la partie thermique et qui connaissent très bien la RT 2012 et les contraintes que ça apporte et les solutions pour y répondre. Et donc ils font beaucoup de logements, un petit peu de tertiaire. Toujours sous l'aspect technique avec le côté thermique, et ils ont un service environnement, celui dans lequel moi j'étais, qui avant s'appelait B-City, ou qui regroupait donc le savoir-faire en thermique, mais également le savoir-faire en environnement. Donc notamment, je parlais des certifications. On faisait de la certification environnementale type NF Habitat HQE, BREEAM, LEED, WELL, Osmose. Voilà, tout le panel existant dans le bâtiment. Ok, ça marche. Bon, c'est plus clair du coup pour les différentes structures. Est-ce que maintenant, toi, tu peux me parler un petit peu des
des différents métiers ou du même métier que tu as pu avoir dans ces différentes structures? D'accord. Alors, bon, le métier que j'ai fait a toujours été assez proche. Après, bon, le monde du bâtiment, c'est un milieu assez ancien où les choses sont très codifiées. Il y a beaucoup de noms, de cases, de postes. Donc, c'est parfois, on pinaille un peu pour des détails alors qu'au final, on fait la même chose. Dans mon premier poste, on va dire que mon métier principal, donc, c'était maître d'œuvre. J'étais maître d'œuvre de rénovation et en même temps, je sais pas comment on pourrait le dire, mais j'étais expert énergétique, expert thermique, on pourrait le tourner comme ça, enfin personne qui réalise des audits, qui est là en fait pour apporter la connaissance en termes de fonctionnement thermique d'un bâtiment, fonctionnement énergétique ou même d'un process. On faisait aussi de l'industrie. Là où et puis on pourrait dire plus généralement chargé de projet en fait, chargé de projet bâtiment, qui fait de la maîtrise d'œuvre et des missions d'expertise thermique. Chez Solab, j'étais pareil, j'étais chef de projet. Alors ça regroupe derrière plusieurs réalités parce que j'intervenais à la fois en maîtrise d'œuvre, donc en tant que maître d'œuvre, mais axé sur les questions énergie-environnement. Donc là, en fait, dans ce cas-là, tu es avec toute l'équipe de conception, donc avec architecte, économiste, bureau d'études, structure et ainsi de suite. Et donc toi, tu es là pour porter la question énergétique, la question environnementale dans le groupement et accompagner tout le monde dans ces objectifs-là, qui sont ceux du projet. Après, ça varie évidemment. Parfois, j'intervenais aussi en tant qu'AMO, donc assistant en maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est un peu différent. Quand tu es assistant en maîtrise d'ouvrage, c'est que tu n'es pas directement dans l'équipe de conception. C'est qu'en fait, ton client, ton client, c'est toujours le client final qui construit le bâtiment, mais c'est que en fait, tu es là pour apporter une compétence au maître d'ouvrage, donc celui qui construit le bâtiment, qui n'a pas de base. Donc en l'occurrence, typiquement sur la certification, si un client veut construire un bâtiment certifié, il pourrait lui-même suivre la conception et s'assurer que ça répond bien au cadre du label ou de la certification visée. En général, ils n'ont pas cette compétence en interne et donc ils prennent un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui vient les enrichir de ces compétences. Auquel cas, là, on n'est pas dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais au contraire, on est d'un point de vue de la maîtrise d'œuvre, on est au même rang en fait que le maître d'ouvrage. On est là pour contrôler leur travail et les orienter et leur dire si c'est OK ou si c'est pas OK ce qu'ils sont en train de concevoir. Donc en fait, on peut intervenir à ces deux niveaux. Ça, c'est une spécificité qui est très française. C'est dans beaucoup d'autres pays, en fait, ça marche pas comme ça. C'est qu'il y a un client, il veut construire un bâtiment et il s'entoure d'experts. Point barre, et ça fait une équipe, quoi. En France, on aime bien avoir des degrés bizarres de maître d'œuvre, d'assistant maître d'ouvrage. Enfin, on aime bien se complexifier un peu la vie, mais bon, ça reste une subtilité française. Il faut avoir en tête que c'est une subtilité. À Wigwam, c'est un peu une synthèse de tout ça, parce que c'est pareil. Je peux intervenir à la fois en maîtrise d'œuvre, donc dans la conception. Je peux intervenir en tant qu'AMO. Donc, que ce soit pour apporter une connaissance au maître d'ouvrage et vérifier ce que fait l'équipe de maîtrise d'œuvre, ça peut être aussi beaucoup plus en amont, où par exemple, un maître d'ouvrage va vouloir construire un bâtiment, je sais pas, n'importe quel bâtiment, une école par exemple, et il souhaite avoir une démarche environnementale poussée. Très bien. Pour autant, c'est pas forcément à eux de savoir exactement ce que ça veut dire qu'une démarche environnementale poussée. Et donc là, ils vont avoir besoin de personnes extérieures pour les aider à concrétiser, déjà à creuser leur idée, à la concrétiser, et après derrière à faire un cahier des charges auquel vont répondre des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc là, on peut être AMO très en amont pour participer vraiment à la programmation d'un projet. Donc, en fait, on va dire qu'il y a plein de métiers, il y a plein de rôles différents qu'on peut avoir à partir des métiers que j'ai eus. C'est plus, on va dire que moi, le fil conducteur, c'est plus en fait le savoir-faire et les connaissances que je peux avoir, que j'ai emmagasinées au fur et à mesure, qui sont vraiment liées à la thermique, l'environnement au sens large, alors lié au bâtiment. Et maintenant, j'essaie d'élargir le plus possible, notamment grâce à Wigwam que j'ai intégré. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas fixe. En fait, c'est pas un métier fixe qui ne change jamais. C'est qu'on peut intervenir dans pas mal de rôles différents. Ok, ça marche. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que t'aimes dans ce travail? Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ce travail? Et qu'est-ce qui fait moins sens? Et qu'est-ce que finalement tu préfères? Est-ce que c'est plutôt la partie maîtrise d'œuvre ou la partie conseil, assistant maîtrise d'ouvrage? Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, je pense comme la plupart des gens que tu as interviewés, moi ce que je cherchais, c'est d'avoir un métier qui fait sens, qui aille dans le bon sens
en termes de transition écologique et de changement climatique. Évidemment, le bâtiment, c'est un des postes les plus consommateurs. Alors, c'est de loin pas le seul, mais en tout cas, c'est un des plus gros. Et la notion du bâtiment m'a toujours intéressé, que ce soit l'habitat ou les lieux tertiaires, enfin les lieux de vie en fait. Dans comment on vit, quelles sont ces enveloppes qui nous entourent, quelles sont leurs fonctions, comment faire pour qu'elles soient le plus sobres possible. Et donc moi, c'est vraiment ça ce qui m'intéresse, c'est de participer à mon échelle à ce que le monde du bâtiment aille dans le bon sens sur ces questions-là. Après, en termes de rôle, donc justement, effectivement, vu qu'on peut intervenir à plusieurs endroits, moi j'aime bien avoir un mélange en fait un peu de tout ça parce que typiquement quand on est en maîtrise d'œuvre, c'est très intéressant parce qu'on fait de la conception pure, donc on fait vraiment de la conception de ce qui va être créé. Pour autant, quand on est en maîtrise d'œuvre, souvent ça veut dire qu'on répond à un cahier des charges qui a été écrit et décidé par quelqu'un d'autre. Alors dans un monde idéal, on peut toujours essayer de pousser le cahier des charges dans une autre direction, de le pousser plus loin, mais c'est pas toujours possible. Et donc, parfois, on peut avoir la sensation d'être un peu coincé dans la volonté de quelqu'un d'autre, qui est parfois pas ce qu'on pourrait juger ne pas être la bonne direction, qu'on pourrait juger ne pas être assez ambitieux. Il peut y avoir un côté parfois un peu frustrant là-dedans. Mais en même temps, il y a le côté technique qui est très intéressant. Le côté AMO est super intéressant parce que justement, ça permet d'orienter directement au niveau décideur, d'orienter vers les bonnes décisions et permettre de voir le jour des projets en espérant qu'on ait apporté, on va dire, une plus-value, en se disant que le projet et aller plus loin avec notre intervention que si on n'avait pas été là. En fait, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que c'est très, on va dire que c'est très pluriel comme mission, et du coup, ça permet d'avoir de l'impact à plusieurs strates différentes. Et on va dire que ce que je recherche en fait dans mes missions, c'est quel que soit mon niveau d'intervention, quel que soit mon rôle dans une mission, c'est de voir comment est-ce qu'on peut pousser plus loin, comment est-ce qu'on peut avoir une valeur ajoutée et ne pas juste être exécutant. En fait, ce qui est on va dire le plus désagréable, je trouve, dans mon métier, c'est si on se retrouve à un moment bloqué à être juste exécutant et en fait juste être là pour appuyer sur des boutons et au final sortir ce qu'on nous demande, avoir un tampon de validation en disant qu'on est conforme à une réglementation, à un souhait quelconque, mais sans avoir pu apporter quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on évite à tout prix. Et par contre, dès qu'on arrive à avoir, d'avoir pu faire évoluer des projets, d'avoir pu faire changer la vie à un client, d'avoir pu pousser une solution innovante qui n'avait pas forcément été envisagée, là ça c'est un peu le but, je pense, c'est en tout cas moi le but que je me fixe dans mes missions, quel que soit le rôle. Ok, trop bien. Juste petite question par rapport à assistant maîtrise d'ouvrage. On est bien d'accord que c'est un type de conseil, c'est très proche du conseil. Ouais, on est plutôt sur du conseil. C'est là pour le coup, c'est vraiment pour dire grossièrement, c'est vraiment alors c'est très grossier et ça reflète pas la réalité des métiers, mais souvent l'AMO est là pour donner les orientations et le maître d'œuvre est là pour concrétiser ces orientations. C'est très schématique, mais c'est un petit peu l'idée. Mais donc du coup, quand on parle de structures qui font du conseil en rénovation des bâtiments, ça va être proche comme métier. Tout à fait. Alors c'est là où, alors ça dépend. Je ne sais pas si tu as un exemple concret en tête. Mais par exemple, moi, ce que j'appelais conseil en rénovation, c'est prenons par exemple un bailleur social qui sur un département, ils ont 80 bâtiments. Ils ont 80 bâtiments existants, ils sont dans l'état dans lequel ils sont, donc avec des niveaux variables de performance parce qu'ils n'ont pas tous été construits à la même période, il y en a qui ont été rénovés, pas d'autres. Et ils savent qu'ils veulent ils veulent améliorer la performance énergétique de leur parc avec une enveloppe donnée. Évidemment, ils peuvent pas rénover tous les bâtiments à fond parce qu'ils n'ont pas l'argent pour, tout simplement. Et du coup, une mission de conseil, ça pourrait être de regarder réellement quels sont leurs 80 bâtiments, quel est le niveau de performance moyenne de leurs bâtiments, et de les orienter en leur disant, sur ces 80 bâtiments, on estime qu'il y a ces 15-là, c'est vraiment sur ces 15-là que ça a du sens d'agir en premier avec l'enveloppe que vous avez, parce que au vu de votre enveloppe, vous pouvez faire 15 rénovations qui aient du sens sur ces bâtiments, qui sont des bâtiments prioritaires pour X ou X raisons. Ça peut être parce que c'est les plus déperditifs, ça peut être parce que même c'est des bâtiments qui deviennent vétustes et qui ont besoin de maintenance juste pour continuer à être opérationnels. Voilà, ça peut être ce niveau-là. Là, on est vraiment dans le conseil. Et derrière, cette mission de conseil, ça va orienter le client qui va se dire, ok, donc en fait, j'ai 15 programmes de rénovation. Sur mon budget, on a vu avec la personne qui nous accompagnait, on va mettre tel budget sur tel bâtiment.
Et derrière, ils vont publier 15 appels d'offres pour 15 rénovations avec chacun son montant de budget, chacun son budget, sur lesquels va répondre des équipes de maîtrise d'œuvre qui là seront en ingénierie pure, qui vont du coup répondre à ça. Après, en fait, le conseil quelque part, c'est un peu, je trouve ça dommage de trop le séparer parce que même si on est en maîtrise d'œuvre, la mission de conseil, on est toujours dans le conseil en fait. On devrait toujours être dans le conseil, on devrait toujours avoir un regard critique sur ce qu'on fait. C'est ce que ça fait lien avec ce que je te disais avant, de toujours essayer de ne pas être ne pas être exécutant, mais de vraiment être proactif et de toujours essayer d'enrichir les projets. Ok, top. C'est beaucoup plus clair. Et donc, du coup, finalement, vous, à Wigwam, vous pouvez faire ce conseil AMO d'abord et après répondre aux appels de projet. Bien sûr. Alors il y a une contrainte légale en France qui est quand même que si on est AMO, par exemple, typiquement, pour reprendre l'exemple du bailleur qui prendrait un AMO qui lui permettrait de cibler les bons bâtiments et derrière d'écrire un cahier des charges. Derrière, légalement, on n'a pas le droit de se positionner en tant que maître d'œuvre pour répondre à ce cahier des charges qu'on a nous-mêmes écrit et que nous-mêmes on devra vérifier pour le compte du client. En fait, on peut pas être jugé partie. Donc là, il y a une subtilité dans certains cas, ça peut fonctionner. Après, ça relève vraiment du légal, notamment sur des marchés publics. Enfin bon, il y a plein de petites subtilités. Mais par contre, oui, on est capable d'intervenir à toutes ces phases-là. Et avec des clients privés, c'est des choses qu'on peut totalement faire. Par exemple, sur une friche industrielle, on va accompagner un aménageur pour déterminer ce qui sera fait de cette friche industrielle. Et derrière, on va pouvoir intervenir en tant que bureau d'études directement sur la construction de tous les bâtiments qui sont construits dans cette friche. Et là, on peut avoir une action qui sera vraiment depuis la friche industrielle polluée où il n'y a rien jusqu'à la réception du bâtiment. On sera capable d'avoir une mission continue où à chaque fois notre rôle va évoluer, bien évidemment, mais on sera présent de A à Z sur le projet. Ouais, ça arrive. Ok, ouais, du coup, c'est là qu'il y a l'intervention des marchés publics et cette complexité que quand c'est un acteur public, ils doivent ouvrir à toutes les entreprises. Ouais, c'est ça, les marchés publics, il y a des petites contraintes en plus qui ne sont pas les mêmes en marché privé. Mais après, ça, c'est les règles du jeu. Ok, c'est clair. Maintenant, est-ce que tu es d'accord pour me dire combien est-ce que tu gagnes? Ouais, pas de souci. Je suis dans ma 7e année. Alors, je suis diplômé 2014, ouais, donc c'est ça. Je suis dans ma 7e année de travail et je suis à 40 000 bruts. Alors, je sais pas si tu veux en brut ou en net. Je sais pas ce qui t'intéresse comme donnée. C'est bon en brut. Et, ok. Et donc, du coup, quand tu étais avant dans les autres structures, quand tu étais au bout de 3 ans, tu étais à combien à peu près? Faut que je me souvienne. Alors, en Epson, c'était un peu particulier parce que vu qu'on a monté notre agence avec mon pote, on avait fait un deal avec le patron disant que le but, c'était quand même pas c'était quand même de limiter les risques, on va dire. Et donc, on avait des payes qui étaient très basses en comparaison à ce qu'on aurait pu avoir en tant que nouvel ingénieur. Mais c'était le deal pour que derrière, le groupe investisse pour nous permettre, nous laisse notre chance, quoi. Mais à l'horizon de 3 ans, alors faut pas que je te dise une bêtise, mais je pense que en équivalent, j'aurais été quelque chose comme 36, 37 000. Quand j'étais à Solab, j'étais à 38 000 et maintenant je suis à 40 000, tu vois. Donc, en gros, le salaire d'entrée d'ingénieur en bureau d'études, je pense qu'il est aux alentours, en moyenne, aux alentours de 35 000, à peu près dans ces eaux-là. Ok, donc on entre à 35 000 et puis après, ça monte autour de 40 000. Ouais, voilà. Alors après, ça dépend aussi beaucoup de la zone géographique. Évidemment, si on est en région parisienne, même au sein du groupe Nepsen, on avait des variations. Pareil avec ceux qui étaient en région lyonnaise aussi. Donc, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Ouais. Ok, ça marche. Et toi, par rapport à ta formation, donc tu as fait l'ENSECUB, donc qui est une école plutôt généraliste. Est-ce que tu as eu besoin de faire une autre formation complémentaire ou est-ce que tu t'es formé sur le tas? Alors, je me suis arrêté à Bac+5. J'ai pas fait de formation complémentaire dans un processus universitaire. Après, dans le bâtiment, ce qui est sûr, c'est que, sortie d'école, on sait pas grand-chose. Alors, en tout cas dans le bâtiment, mais je suppose que c'est vrai dans beaucoup de domaines, notamment parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai fait une école assez généraliste, donc forcément pas spécialement appliquée au bâtiment. Après, je pense que comme la plupart des gens, j'ai appris sur le tas. Mais de toute façon, j'ai envie de dire. Alors là, pareil, je sais pas pour les autres domaines, j'y ai jamais travaillé, mais je suppose que c'est vrai un peu partout. En tout cas, le monde du bâtiment, ça change beaucoup. Il y a les modes constructifs évoluent, les contraintes évoluent, les façons de faire aussi. Et donc, au final, c'est quand même un apprentissage qui est continu tout au long de sa carrière, je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec 7 ans d'expérience, j'apprends encore des choses chaque semaine sur le monde du bâtiment parce que c'est un monde très très vaste et il y a énormément de métiers différents. Notamment, il y a les architectes, il y a la structure, il y a les économistes, il y a l'acoustique, il y a tous les sujets environnementaux évidemment, ce qui fait que on
on n'en a jamais fait le tour et c'est que c'est petit à petit par expérience qu'on se rajoute des couches de connaissances qui en plus évoluent avec l'évolution des techniques. Donc c'est un peu une quête sans fin. Après, moi j'avoue que c'est le côté que j'aime bien justement parce que ça permet de toujours apprendre des choses, de toujours se garder à jour de ce qui se fait. Ok, très clair. Et toi, comment tu penses que tes compétences d'ingénieur, elles te servent dans ton travail? C'est une bonne question. Alors, tu as dû remarquer, d'ailleurs, j'ai pas préparé mes questions à l'avance, donc j'ai pas des réponses brillantes à t'apporter déjà toutes faites. C'est une bonne question parce que déjà, ça soulève la question de qu'est-ce que c'est qu'une compétence d'ingénieur au final, parce que ingénieur, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de définitions différentes d'ingénieur. J'ai pas la prétention d'en avoir une qui soit unique et universellement bonne. Pareil, tout dépend, je pense, des contextes. En tout cas, moi, ma vision de ce qu'est un ingénieur et de comment ça s'applique dans mon cas, c'est que pour moi, l'ingénieur, c'est avant tout celui qui va trouver quels sont les problèmes, qui va réussir à clarifier les problèmes, comprendre ce qui doit être fait, ce qui doit être modifié, et qui derrière, du coup, va réfléchir aux solutions. Mais pour moi, c'est avant tout une méthode de travail plus que des compétences en tant que telles. Parce que en fait, si je regarde au quotidien, j'ai pas de compétences que j'ai appris en école. Par exemple, si je parle de sujets très techniques type modélisation thermique, des choses comme ça, c'est pas des choses que j'ai appris pendant mon cursus ou alors pendant très peu de temps. Donc c'est vraiment pas sensible, on va dire, à l'échelle de ce que je fais maintenant. Par contre, c'est vraiment ce qui me sert plus de ce que j'ai appris pendant mes études d'ingénieur. C'est plus le travail de recherche, le travail de synthèse, le côté curiosité aussi, de réussir à se renseigner sur beaucoup de sujets qui gravitent autour d'une problématique qu'on étudie. Et c'est vraiment plus dans cette démarche-là c'est plutôt cet aspect-là qui me sert au quotidien, plus que de compétences précises. Parce que les compétences précises, en fait, c'est des compétences que j'ai appris en poste une fois que je travaillais réellement dans le bâtiment. Donc c'est là où compétences d'ingénieur, je sais jamais trop, je sais jamais trop quoi mettre là-dessus. Mais je pense quand même qu'avant tout, c'est plus une démarche et un état d'esprit plus que de compétences en tant que telles. Ok, ça marche. Et toi, comment tu envisages la suite de ton parcours? Tu as changé déjà pas mal de fois de boîte. Est-ce que tu penses continuer à changer? Est-ce que tu penses rester dans le secteur? Alors, pour ce qui est du secteur, je pense y rester encore parce que, comme je t'ai dit, j'en ai pas fait le tour et je suis clairement pas sûr qu'on puisse en faire le tour un jour de toute manière. Et puis, c'est un sujet qui m'intéresse toujours autant. Donc, pour l'instant, je reste dedans. Pour ce qui est de changer de boîte, c'est vrai que j'ai changé. Pour l'instant, j'ai changé tous les 3 ans. Alors, ça a été plus. C'est pas un objectif en tant que tel. J'ai pas spécialement envie de changer régulièrement, de me forcer à changer régulièrement de boîte. C'est plus que par contre, ce que j'ai pas envie de faire, c'est d'être toujours dans. En fait, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. J'ai pas envie que si je suis parti les autres fois, notamment de mon dernier poste, c'est qu'au bout de 3 ans, je faisais toujours la même chose. En fait, j'avais pas de renouveau. Mais ça veut pas forcément dire changer d'entreprise. Ça veut juste dire changer de mission, changer de rôle, changer d'échelle, de type de client. Ça peut prendre beaucoup de formes. Après, la question, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle tu es en place peut te le permettre ou non. Là, après, chacun fait son choix en conséquence. Non, j'ai pas. Là, au contraire, j'aimerais plutôt pouvoir rester un peu plus sur de la longueur pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Et je pense que j'ai trouvé un contexte ici d'entreprise qui me le permet. Donc, je suis content. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je me vois pas partir du domaine. À la fin de mon dernier poste, je me suis longuement posé la question de est-ce que je voulais partir de BE ou non. Parce qu'il y avait, comme je le disais un peu avant, parfois il peut y avoir de la frustration à être toujours exécutant et pas être dans les bonnes strates de décision. Et surtout quand on porte des sujets en environnement, c'est un peu compliqué parce qu'on peut assez vite tomber dans, en fait, on est l'étiquette verte d'un projet bâtimentaire un peu moyen. On est souvent contraint, enfin on passe c'est un peu la 5e roue du carrosse, quoi. C'est que s'il y a un petit peu de budget, on va pouvoir faire un petit truc, une petite mesure environnementale qui sera largement amplifiée en faisant des caisses en disant regardez, on a fait un truc super, alors qu'en vrai on a fait 3 fois rien. Du coup, je me suis longuement demandé si en BE réellement on pouvait agir avec du sens, agir avec impact. Au final, j'ai remis une pièce dans la machine, donc je reste pour l'instant ici, mais je pense que l'approche qu'on développe dans mon poste en tout cas actuel permet justement d'avoir cet impact et d'avoir cet effet sur nos projets. Donc ouais, moi pour l'instant tout va bien. Je me vois rester dans cette dynamique encore un moment. Après, on verra. Tout dépendra aussi du bâtiment, de ce qui se passe, de comment ça évolue.
Ok. Et du coup, là, niveau embauche et offre, pour toi, ça a été facile de changer, de pouvoir être pris dans une autre entreprise? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup d'offres dans le domaine? Alors, ouais, le bâtiment, je pense que ce sera toujours une valeur sûre de l'embauche. Déjà parce que bon, au niveau politique, le bâtiment en France, c'est la pompe du PIB. Donc tous les politiques feront toujours tout pour que le bâtiment continue à tourner, à tort ou à raison. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot. Il y a du boulot sur, je pense, tous les métiers du bâtiment. Alors là, moi, je suis en énergie et environnement essentiellement, mais par exemple, les conducteurs de travaux, je sais qu'il y en a toujours besoin chez les entreprises générales, des ingénieurs fluides. Pareil, on en a toujours besoin, même des thermiciens. Enfin, je pense que c'est un milieu qui recrute plutôt bien, où il y a vraiment de la place. Après, en ce qui me concerne, moi, alors j'ai toujours eu un peu, je sais pas si il y a un petit côté chance forcément, c'est qu'en fait, bon, j'ai postulé à un PFE quand j'étais en école. Bon, j'ai eu mon PFE et derrière, en fait, quand j'ai quitté mon premier travail, un ancien collègue m'a mis en relation avec deux entreprises de Nantes. Qui pouvaient coller à mes attentes. Donc j'ai eu un entretien sans répondre à un appel d'offres, enfin sans répondre à une offre, pardon, juste comme ça directement mise en relation. Et les deux me proposaient quelque chose, donc je suis allé dans une des deux, en l'occurrence c'était Solab. Et après, quand je suis parti, en fait, il se trouve que, alors c'est assez marrant, c'est parce qu'en fait, quand j'étais dans mon premier boulot à Arsène, j'avais eu une stagiaire qui était restée en CDD. Qui quand je suis parti d'Arsène et qu'on a fermé l'agence, elle a été restée dans le groupe Nepsen. Et en fait, l'année dernière, elle est allée à Wigwam en répondant à une offre. Et du coup, sachant que moi, je me renseignais pour changer d'entreprise, elle m'a coopté auprès de Wigwam. Donc en fait, là, pareil, j'ai eu un entretien avec la dirigeante Cafrenet sans répondre réellement à une offre parce que mon ami m'avait coopté. Donc en fait, j'ai jamais répondu à une offre en fait de poste. Ça a toujours été par du réseau, par de la mise en relation. Donc ça s'est toujours passé de manière, à vrai dire, très confortable pour moi. Ok, mais globalement, autour de toi, tu as l'impression que les ingénieurs qui sont dans le domaine du bâtiment et de la rénovation du bâtiment en particulier, ils n'ont pas trop de problèmes pour l'embauche. Non, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est plutôt demandeur de personnes. Je pense qu'il y a de la place dans beaucoup de métiers du bâtiment, même de beaucoup de métiers d'ingénieurs du bâtiment. Comme on peut parler sur leur structure, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout type d'ingénieurs dans le monde du bâtiment et que dans l'immédiat, j'ai pas l'impression de voir une grosse chute de la demande dans les mois, années à venir. Après, je peux me tromper, hein, je suis évidemment pas devin, mais voilà, comme j'ai dit, je pense que le bâtiment tourne bien en France et qu'il va continuer à tourner encore un bon moment. Okay. Après, il y a les métiers vont forcément muter. Je pense qu'il va y avoir une mutation. Alors, je souhaiterais qu'il y ait une mutation. Je vais plutôt le tourner comme ça parce que là encore, c'est pas moi qui décide des politiques publiques, mais je pense qu'il va quand même y avoir une mutation avec une montée en puissance de la rénovation, qui aujourd'hui est un petit peu le parent pauvre du bâtiment. On parle beaucoup de programmes neufs, on cherche beaucoup à construire des surfaces neuves et la rénovation est toujours un peu laissée de côté. Et je pense que le vent va tourner et que ça va se massifier. Et donc forcément, il y aura de plus en plus de besoins aussi de monde spécifiquement sur la rénovation. Ok, ça marche. Et dernière question, mais donc là un petit peu plus générale par rapport à la filière de la rénovation du bâtiment, justement. Quels sont pour toi un peu les enjeux de cette filière et notamment les points de blocage qui font que justement ça n'a pas encore passé l'échelle? C'est une bonne question. Pour ce qui est de la rénovation, je pense que forcément il y a un moment où on dépend forcément des politiques. Parce que évidemment tout est une question d'argent avant tout, surtout sur la rénovation. Et je pense forcément que la massification de la rénovation ne peut passer que via une politique agressive en matière d'investissement sur la rénovation. Alors ça s'amplifie petit à petit. Suite au Grenelle, il y a eu des mesures toujours plus d'aide à la rénovation. Mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit il faut vraiment que la rénovation soit reconnue comme une priorité nationale et qu'on se donne les moyens en fait de rénover très largement le parc existant. Ça, je pense que c'est une certitude. Après, dans les freins, il y en a toujours beaucoup, mais je pense qu'en premier lieu, évidemment, il y a la notion juste d'argent
comment payer pour cette rénovation. Parce qu'en termes de savoir-faire, je pense qu'en savoir-faire, on est déjà. En fait, il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans le bâtiment. On pourrait faire bien plus. Maintenant, il faut juste enclencher la vitesse supérieure en termes de ressources. Après, dans le bâtiment de manière générale, il y a quand même un point de blocage, j'allais dire presque idéologique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le bâtiment, on ne le considère que comme une somme d'éléments techniques. C'est-à-dire qu'il y a les fluides, il y a la structure, il y a les parois. En fait, tout n'est qu'un objet technique sur lequel une personne va apporter une expertise précise sur un point et faire que ça réponde à un cahier des charges normé. Mais en fait, très rarement, on se pose réellement la question de OK, on fait un bâtiment, que ce soit en réno ou en neuf, mais pourquoi on le fait, qui va vivre dedans, et réellement, enfin, comment fonctionne ce bâtiment dans un cadre de ville, alors que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Quelle est la place de ce bâtiment et comment réellement il fonctionne avec ses occupants à l'intérieur. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où on répond à des normes, on répond à des cahiers des charges, mais on est trop peu vraiment dans le concret de c'est quoi un bâtiment compatible avec les exigences 2050. C'est pourquoi on fait ça, de quelle manière on le fait. Et en fait, on est très siloté. En fait, le bâtiment est très siloté. Même au sein du bâtiment, on est siloté avec chacun son expertise. Alors que déjà, ne serait-ce que le bâtiment ne devrait être envisagé que très largement en tant que pièce de la ville et un morceau de la vie en fait des gens qui y sont. Je peux te donner un exemple très concret parce qu'on a le sujet en ce moment. Une école, par exemple, en ce moment, on a beaucoup d'appels d'offres avec des écoles qui se veulent environnementalement être très performantes. On va mettre beaucoup d'argent dedans pour que ce soit des bâtiments très sobres avec des modes constructifs, innovants. En tout cas bas carbone, donc ça peut être avec du béton de chanvre, de la paille, de la laine de bois, peu importe. Mais en fait, si on se pose la question, on se dit OK, c'est très bien, on a une école dans la ville qui est ultra performante. Mais combien ça pèse réellement dans l'impact carbone d'une personne, d'un écolier? Et en fait, ce bâtiment-là, dans les 12 tonnes carbone de l'enfant en question dedans, ça pèse rien en fait. Ça pèse pas grand-chose le bâtiment lui-même. Par contre, c'est un endroit où l'enfant il va passer du temps. Et s'il va passer du temps, c'est aussi là où on peut directement impacter plus largement la vie de cet enfant et de sa famille. Par exemple, en traitant des questions de mobilité, en traitant de questions d'alimentation. Et en fait, il faut vraiment ne pas voir le bâtiment que comme un objet technique sur un piédestal. Regardez, il est parfait. Mais il faut vraiment le voir de comment il s'insère dans la vie des gens et de comment il peut les impacter pour aller dans le bon sens. Et en fait, c'est un peu ce manque de recul aujourd'hui que je trouve dommage dans le bâtiment, que ce soit en rénovation ou en neuf, parce que au final, ce sont les mêmes questions à se poser. Je pense qu'il est vraiment important qu'on prenne un peu de recul sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on peut impacter le plus largement possible, les gens, alors via le bâtiment, parce que nous on travaille dans le bâtiment, pour aller dans le sens de la sobriété de la société, mais au sens très large, quoi. Donc en prenant en compte vraiment nos vies, comment on peut développer des vies qui soient sobres et compatibles avec les objectifs 2050, dans lequel évidemment le bâtiment a un rôle qui est loin d'être neutre. Ok, donc avoir une approche plus systémique du bâtiment. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui se développe de plus en plus, et c'est super de le voir, mais qui est encore sur la très grande majorité des projets qui est complètement absente des réflexions. Ok, ça marche, et c'est très clair. C'est tout pour moi pour les questions. Je vais couper la vidéo là. Merci pour cette définition de l'engagement. Et merci à toi aussi qui as écouté ce témoignage avec moi. Fertilt est un podcast du parcours Coopération Fertile, une formation immersive pour apprendre à coopérer et s'engager autrement. Une aventure collective riche d'apprentissage et de personnes inspirantes comme celle que tu viens d'écouter. Pour faire d'autres rencontres auditives, abonne-toi à ce podcast. Et si tu rêves d'être accompagné quelques semaines pour incarner enfin le monde de tes rêves, le prochain parcours Coopération Fertile n'attend plus que toi. Alors à bientôt avec Fertilt ou Fertile.